Bonsoir Monsieur Asselineau, quelle analyse faites-vous sur le résultat des élections en Polynésie? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver après une petite absence qui a été motivée justement par mon déplacement assez long en Polynésie française. Alors, je vais répondre à cette question sur les résultats que nous avons obtenus aux élections territoriales. Auparavant, je vous propose de regarder une petite vidéo de 6 minutes, qui est la dernière vidéo qui a été produite par Fabien Sema, qui m'avait accompagné pendant le voyage, et qui vous a fait bénéficier en images et également en extraits sonores de diverses natures, aussi bien des extraits de passage dans des médias, de réunions publiques, et également des chansons et de la musique, qui vous a fait bénéficier de ce déplacement. Donc, on va regarder pendant une petite 5, 6, 7 minutes la vidéo qui a été la dernière tournée avec les passages notamment dans l'île de Tubuai aux îles Australes où je me suis rendu, c'est à 640 km au sud de Tahiti, et puis également les derniers meetings à Tahiti. Puis après, à la fin de cette vidéo, je répondrai à la question sur nos résultats.
Voilà, donc c'était la dernière vidéo qui a été faite pour retracer notre déplacement. Tous ceux qui ont regardé ces vidéos ont pu constater plusieurs choses. C'est que nous avons fait beaucoup de réunions publiques, de passages médias, moins en fait. Et malheureusement, notre liste a été à peu près blacklistée par la principale chaîne de télévision, la chaîne de télévision publique, Polynésie Première. Donc nous n'avons pas été bien traités médiatiquement. On l'a été correctement dans les médias papier, donc dans les Tahiti Info par exemple, ou bien dans la chaîne de télévision privée. Alors, que dire de nos résultats? Nos résultats, vous l'avez vu, on a publié, nous avons réalisé 1,15% des suffrages exprimés, avec 61% de participation, ce qui est à peine inférieur à ce qui avait lieu il y a 5 ans. Alors évidemment, que penser d'un tel résultat? On aurait préféré bien sûr que ce soit davantage. On avait même caressé le projet que ce soit sérieusement davantage, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dynamisme sur place. Je dirais que c'est la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Côté à moitié vide, c'est effectivement que voilà l'impression que nous avons du mal collectivement à dépasser le niveau faible, très faible, de 1% des suffrages. Ça, c'est absolument incontestable. Le fait qu'il est difficile de faire passer le message, notamment sur place. La bouteille est quand même aussi à moitié pleine, et je voudrais quand même insister sur un certain nombre d'éléments importants. Le premier élément important, c'est que ce fut un vrai succès, ça a été un vrai succès, de présenter une liste aux élections territoriales en Polynésie. Je rappelle à ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire de près que les élections territoriales en Polynésie française sont sur place considérées comme les élections les plus importantes que l'élection présidentielle, puisque le pouvoir, l'autonomie qui a été donnée au territoire de Polynésie française est quand même très important. Et donc le gouvernement de Polynésie française a vraiment un pouvoir bien supérieur au président et comment dirais-je, aux conseils régionaux qu'il y a en métropole. Donc vu sur place, c'est très important. Or, dans ces élections, il y avait 6 listes, dont 5 étaient des émanations de partis totalement locaux. Le Taoera, piloté en sous-main par Gaston Floss, le Talini, qui était le mouvement indépendantiste de Oscar Temaru, et puis le Tovana, qui était le parti créé par Édouard Fritsch, qui est un dissident qui travaillait auparavant avec Gaston Floss et qui est à la tête du territoire actuellement. Il s'y greffait 2 petites listes polynésiennes, et puis, dont l'une était d'ailleurs pilotée par l'un des présidents de l'Assemblée, et puis la nôtre. Ça veut dire que l'UPR a été le seul parti politique français, national, le seul parti politique métropolitain à présenter une liste à ces élections. Il y a quand même ici, je voudrais insister, une anomalie incroyable, parce que la Polynésie, quand même, fait partie du territoire de la République française. Et il ne viendrait à l'idée de personne que En Marche, que les Républicains, que le Front National, que le Parti Socialiste, que la France Insoumise ne présentent pas de liste aux élections régionales en Bretagne ou dans la région Grand Est. Ça paraîtrait inimaginable. Alors nous, à l'UPR, on a tenu à participer à ces élections, comme on tient à participer d'ailleurs à toutes les élections. Pour nous, il n'y a pas des Français de seconde zone, il n'y a pas des territoires qui sont délaissés. Donc la première chose sur laquelle il faut insister, c'est cet aspect-là des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a les grands partis comme les Républicains ou En Marche ou le Parti Socialiste qui en fait n'ont pas voulu se mêler de ça. Parce que les 3 grands partis qui se partageaient principalement les suffrages, ceux dont je viens de parler tout à l'heure, en fait ont assez mauvaise réputation quand on les regarde d'un œil métropolitain. C'est-à-dire népotisme, corruption, passe-droit, etc., etc. En Marche, par exemple, avait été approche d'un de ces mouvements, et puis compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de candidats qui avaient un casier judiciaire qui n'était pas vierge, En Marche a renoncé à soutenir cette liste. Les Républicains, traditionnellement, le RPR était proche de Gaston Floss, sauf que Gaston Floss a un casier... D'abord, c'est un vieux monsieur maintenant, il a 81 ans,
Deuxièmement, Gaston Floss a un casier judiciaire qui est noir comme du charbon, avec des abus de biens publics, des détournements de fonds publics, etc. Tellement noir que d'ailleurs il a été condamné et il est inéligible. De telle sorte que la liste qu'il présentait, en fait, ce n'était pas lui, même s'il apparaissait sur les affiches, ce n'était pas lui qui était à la tête de liste, c'était un homme de paille qu'il avait mis à la place. Mais c'est lui qui prenait la parole dans les débats. C'était quand même quelque chose d'assez lunaire de voir dans les débats à la télévision, par exemple, Gaston Floss parler alors qu'il n'était pas candidat et qu'il était inéligible et frappé par des condamnations définitives pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics. Alors évidemment, les Républicains ont tordu le nez, ils n'avaient pas tellement envie de faire une alliance avec Gaston Floss. Pareil pour le Front National, parce que Gaston Floss, qui a été un peu le parrain de la Polynésie pendant plusieurs années, même décennies, Gaston Floss, à l'élection présidentielle de l'année dernière, au premier tour, avait, par un coup de théâtre dont seuls les Polynésiens sont spécialistes, avait appelé à voter pour Marine Le Pen. De telle sorte qu'au premier tour de l'élection présidentielle en Polynésie, Marine Le Pen avait obtenu un suffrage tout à fait considérable, de 35 ou 38%. Sauf que, au moment des élections législatives de juin, à ce moment-là, Gaston Floss avait présenté ses propres listes du Taoera, et donc avait laissé tomber le Front National, et résultat, le Front National était passé de 38% à 1,5%. Voilà ce qui s'était passé. Donc ça montre au passage la puissance des partis politiques locaux et la distance des partis politiques nationaux. Alors dans tout ça, il faut dire que nous avons réalisé un véritable tour de force. Il fallait présenter 73 noms, une liste de 73 noms, avec des représentants dans les 8 districts d'un territoire, dont je rappelle le territoire de la Polynésie française, qu'il est vaste comme à peu près l'Europe occidentale. C'est-à-dire que si on met Tahiti à la place de Paris, les îles Australes sont à peu près à la place de Barcelone, et puis les îles Marquises sont à la place de Stockholm, tandis que l'archipel des Gambiers et l'île de Mangareva est à la place de Sofia en Bulgarie. Donc c'est une immense superficie. Nous avions des candidats dans les 8 districts. Nous avions donc des candidats à la fois les 3 districts de l'île de Tahiti, des candidats donc dans les îles du vent, dans les îles sous le vent, Raiatea, Wainé, Taha, Moorea, Bora Bora et Maupiti. Nous avions des candidats dans le district des Tuamotu-Gambier, et nous avions des candidats aux Australes, et nous avions des candidats aux Marquises. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres listes qui ont essayé de faire la même chose, par exemple la France Insoumise ou EELV, et qui n'y sont pas parvenus. De la même façon que Debout la France, par exemple, n'a même pas essayé de présenter une liste. Donc la première chose sur laquelle j'attire l'attention des gens qui veulent bien m'écouter, c'est que le simple fait que sur les 6 listes, il y a eu un seul parti politique métropolitain qui en présente, et que ce parti politique métropolitain, c'est l'Union populaire républicaine, ce parti dont on ne parle jamais dans les grands médias français, ça pose quand même question, et c'est une réussite. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que certes, notre résultat, nous aurions préféré, comme moi j'espérais, faire dans les 2-3%. On a eu une déconvenue. Mais, premièrement, nous avons singulièrement augmenté nos résultats par rapport aux élections législatives de l'année dernière. L'année dernière, nous avions eu sur l'ensemble du territoire 537 voix, c'est-à-dire 0,63%, je crois, des suffrages exprimés. Et cette année, nous avons eu 1423 voix, c'est-à-dire 1,15% des suffrages exprimés. Ça reste évidemment des scores très faibles, je n'en disconviens pas, mais il y a quand même une augmentation. On a une multiplication du score en pourcentage par 2 et du score en nombre de voix obtenues par 2,5. C'est quand même significatif. J'ajoute d'ailleurs au passage que, comme vous le savez, c'était vrai en Polynésie comme dans le reste de la France, nous avions obtenu moins de voix aux législatives qu'à la présidentielle, parce qu'il y avait eu une plus forte abstention notamment. Et puis à la présidentielle, peut-être que la campagne que j'avais faite avait attiré peut-être plus de gens que la campagne pour les législatives, où les gens sont habitués à voter pour des députés qu'ils connaissent. Eh bien là, cette fois-ci, en Polynésie, nous avions fait quelque chose comme 1200 voix, je crois, pour la présidentielle. Là, on a fait 1423. C'est-à-dire que nous avons une élection où nous avons obtenu plus de voix qu'à la présidentielle. Or, dans les 6 élections
auxquelles nous avons participé depuis le début de cette année, les élections législatives partielles dont j'ai déjà tiré le bilan, qui est un bilan globalement positif. On a vraiment perdu des voix que en Guyane. On s'est stabilisé dans le territoire de Belfort. On a un petit peu augmenté dans le Loiret et dans le Val d'Oise. Et on a sensiblement augmenté en Haute-Garonne et à Mayotte. Donc dans ces 6 élections, nous n'avions pas réussi. On avait bien augmenté en général par rapport aux législatives, mais on n'avait pas réussi à atteindre le niveau de la présidentielle. Voilà. Alors, c'est également un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Le dernier élément aussi que je voudrais signaler, c'est que on est entre l'équateur et le tropique du Capricorne, en plein Pacifique Sud. Et donc, les us et coutumes locaux ont des spécificités. Tous les gens qui connaissent la Polynésie savent qu'il y a un poids très important de ce que l'on appelle les Tavanas, qui sont les maires, un peu les héritiers de ce qui était auparavant les alis, c'est-à-dire les chefs du temps du Tahiti des temps anciens, avant l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle. Donc ces Tavanas ont un pouvoir d'influence sur la communauté à la tête desquelles ils sont. Or, la plupart des Tavanas, des maires, étaient du côté de Edward Fritsch, qui est actuellement à la tête du territoire, et qui d'ailleurs, à la surprise d'ailleurs des observateurs, parce que c'est pas ce qui était attendu, a obtenu 44%. Il a presque eu la majorité dès le premier tour, ce qui était totalement inattendu. Ce qui montre que les réflexes de vote clanique, de vote familiaux, de vote par un système de réciprocité, de coups de comment dirais-je, de coups de piston dans un cas, de rétribution en vote de l'autre, un système comme ça qu'on trouve dans un certain nombre de pays du monde, a fonctionné à plein. De la même façon qu'il faut quand même souligner que cette liste d'ailleurs d'Edward Fritsch n'est pas du tout peuplée que de gens qui ont un casier judiciaire vierge. Il y a des gens qui ont un casier judiciaire étoffé. Mais le plus extraordinaire, c'est que la liste arrivée en 2, c'est quand même la liste de Gaston Floss, avec quand même, je crois, près de 30% des suffrages, même un peu plus. Ça veut donc dire qu'il y a quand même 30% des Polynésiens qui ont voté de façon absolument consciente pour une liste pilotée par quelqu'un qui était inéligible pour avoir fait des détournements de fonds publics. Alors face à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? La liste, parmi les grandes listes également, la troisième, c'était celle d'Oscar Temaru, donc de l'indépendantiste, qui se trouve que j'avais d'ailleurs croisé à l'aérodrome de Raiatea quand je suis allé à Bora Bora. Donc on a échangé, on a parlé un petit peu pour marquer, c'est un dialogue républicain. Je ne suis pas indépendantiste, et voilà. Mais on a eu un dialogue tout à fait correct. Lui, il a fait une contre-performance avec 18%. Les gens attendaient bien davantage. Voilà. Donc ce que je voudrais dire dans tout ça, c'est que nous avons essayé de porter la parole d'un parti métropolitain en Polynésie, que certes, le résultat n'est pas extraordinaire, mais il témoigne quand même d'une augmentation. Et puis surtout, si nous avons fait 1,15, eh bien le Front National a fait 0%. Les Républicains, 0%. La France Insoumise, 0%. En Marche, 0%. Le Parti Socialiste, 0%, etc., etc. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que j'ai pu noter, lors de mon passage, qu'un certain nombre de personnes me connaissaient, même quand je suis allé à Tubuai, dans les îles australes, on vient de voir la petite vidéo, c'est à 640 km au sud de Tahiti. C'est vraiment le bout du monde. C'est une île petite, avec à peu près 2000 habitants, et le tour de l'île, la route circulaire, fait 27 km. Donc vous voyez qu'il s'agit quand même d'une petite entité, mais il y avait quand même sur place, j'ai rencontré sur place, à part notre représentante, Bénédicte, j'ai rencontré 3 personnes qui avaient voté pour moi, dont une qui était un métropolitain qui, comme professeur, qui avait été membre de l'UPR. Donc ça veut dire au passage que nous plantons des graines, toujours et encore. On continue à planter des graines. Graines d'ailleurs qui ont été immédiatement un petit peu fructueuses, puisque je suis revenu avec 100 adhésions tout rond qui sont arrivées de Polynésie. Alors comme ça fait une grosse masse et qu'on était sur place, on les a rapportées. Elles n'ont pas encore été... Certaines d'entre elles ont commencé à être entrées dans la base de nos adhérents, mais au cours des jours qui viennent, on va progressivement entrer dans la base des adhérents, ces 100 adhésions. Voilà, au total, le bilan de ce déplacement me paraît quand même tout à fait positif. Ça nous a permis de mesurer, et je voudrais ici rendre un immense coup de chapeau à Jérôme Gazior, qui est notre représentant,
qui avait d'ailleurs une certaine difficulté, puisqu'il était un popa, comme on dit là-bas, c'est-à-dire un Européen, un non-polynésien. Il était à la tête de la liste. C'est d'ailleurs pas lui qui avait voulu, mais c'était tous nos adhérents, parmi lesquels il y a beaucoup de Polynésiens qui avaient souhaité qu'il le fût. C'est une liste de 73 noms où il y avait 7 popas, donc métropolitains, et tous les autres, c'est-à-dire 90%, étaient des Polynésiens. Soit des demi, comme on dit, c'est-à-dire des métis de métropolitains et de Polynésiens, soit des mahoïques purs, c'est-à-dire des Polynésiens. Je voudrais leur rendre à tous un immense coup de chapeau parce qu'ils ont vraiment réussi vraiment quelque chose de magnifique. On a eu des réunions publiques formidables, on s'est fait connaître, on a été répertorié, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est tout. Alors, je voudrais dire un dernier mot là-dessus, c'est que lorsqu'on a fait notre communiqué de presse, j'ai vu sur la page Facebook qu'il y a eu quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques-unes, qui ont rechigné en disant oui, ça va pas, on n'y arrivera jamais, vous êtes nuls, il faut changer de stratégie, et ci, et ci, et ça. Bon. Alors moi je dis à ces personnes qu'elles devraient s'établir à leur compte et qu'elles fassent elles-mêmes un parti politique. Et on verrait quel en serait le résultat. Parce que par moment, quand on voit la somme de travail considérable qui est consacrée par nos adhérents et nos militants, notamment sur place. Pour ce qui me concerne, bien sûr, c'était assez agréable d'être à Bora Bora et d'aller au Tuamotu, mais je peux vous assurer que c'est un voyage très fatigant. Il y a 23 heures de voyage à l'aller, 23 heures au retour, avec 20 heures d'avion, plus 3 heures d'escale lunaire à Los Angeles, où il faut montrer toutes ces empreintes digitales, etc. Il y a 12 heures de décalage horaire, c'est donc un voyage très fatigant. Et sur place, nous n'avons pas chômé, nous avons fait en permanence des réunions publiques, on est allé sur le terrain. Eh bien, je dis que ceux qui disent que tout ça n'est pas bien, je leur dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, le problème auquel on est confronté, pas seulement en Polynésie, c'est un problème général, c'est que les analyses que nous faisons sont extrêmement perturbantes pour la population. Vous le savez bien tous, autant que vous êtes qui m'écoutez. Parler de ce que nous disons, parler des traités européens, parler de l'article 63 qui autorise les délocalisations, parler des grandes orientations des politiques économiques qui expliquent toute la politique de Macron, comme auparavant la politique de Hollande et auparavant celle de Sarkozy, allez raconter ça autour de vous, vous vous heurtez parfois à un mur d'incompréhension, à un mur de gens qui ne veulent pas savoir, qui vous disent parfois des trucs du style « Ah ben si c'était vrai, on le saurait, on nous le dirait ». Non. Donc le problème auquel on est confronté, c'est pas un problème de stratégie. C'est pas parce qu'on sait mal s'y prendre. Bien sûr, on peut améliorer tel ou tel truc. Mais c'est un problème fondamental, c'est que nous demandons en fait aux citoyens français de revenir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de lavage de cerveau qu'ils ont subi. Or, toutes les études qui ont pu être faites en matière psychologique, en matière de psychologie politique, etc., montrent que c'est extrêmement difficile pour des gens de faire complètement machine arrière sur leurs opinions politiques, surtout en quelques jours ou en quelques semaines. Il faut vraiment comprendre que c'est ça auquel nous nous heurtons. Ce n'est pas un problème de stratégie. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait s'y prendre autrement. Comment faire s'y prendre autrement? On a eu à l'UPR des gens qui ont claqué la porte en disant on va s'y prendre autrement. Résultat, rien. Parce que c'est difficile, parce que c'est long. Parce que s'y prendre autrement, ça voudrait dire faire quoi? Ça voudrait dire, allez, commencer à dire oui, on est pour une autre Europe, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens, etc. Et on retomberait dans le travers que j'ai stigmatisé depuis 11 ans de tous ces partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui proposent une autre Europe. Mais ce faisant, en expliquant qu'il faudrait une autre Europe, et que ci et que ça, que l'Europe c'est très bien, ils ne font pas leur devoir fondamental vis-à-vis de l'histoire de France, vis-à-vis du peuple français, qui est un devoir d'explicitation de la vérité. Nous devons dire la vérité aux Français, c'est que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne, la situation va continuer à s'aggraver, et nous devons dire la vérité aux Français en leur disant qu'il n'y a pas d'autre Europe possible. Voilà la réalité. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça passe mal dans l'opinion publique, mais vous savez, le discours, l'appel du 18 juin, puis celui du 22 juin 1940 de De Gaulle, il n'y avait même pas 0,5% de la population qui l'a suivi. Hein.
Donc il faut bien comprendre que nous semons pour l'avenir, que nous plantons et que progressivement notre discours diffuse dans la société française.